Dès les premières vignettes de l'album Fables de Venise d'Hugo Pratt, l'aventurier Corto Maltese fait une chute d'un toit et tombe dans un temple maçonnique en plein convent. Je n'ai pas rencontré la maçonnerie d'une façon aussi rocambolesque que le capitaine maltais, mais pourtant c'est un peu en tombant du ciel que ça m'est arrivé, puisque c'est tout simplement, comme disait Beaumarchais, en me donnant la peine de naître. Je suis né à Metz, en Moselle, à la fin du règne du général de Gaulle. Metz est aussi une place forte de la franc-maçonnerie. M'intéressant à l'histoire, dont je fis profession, je n'eus pas à attendre longtemps avant de rencontrer l'influence de la maçonnerie dans la France contemporaine. J'ai écrit plusieurs articles sur ce thème dans la revue Historia, pour qui j'ai même interrogé en 2008 le grand maître du Grand Orient, Jean-Michel Quiardet. Question essentielle qui passionne les foules et les chercheurs, pourquoi y a-t-il ce fameux secret maçonnique? Et qu'est-ce que c'est? Que peut-on dire de la franc-maçonnerie en préambule? Arrivée d'Angleterre sur le sol de France au début du XVIIIe siècle, cette société est parvenue à rassembler en peu de temps des gens de toutes sensibilités politiques et religieuses. L'un de ses objectifs avoués est de dépasser les dogmes religieux et de rassembler les hommes au-delà de leurs croyances en se fondant sur des symboles universels. Ce faisant, la maçonnerie n'a-t-elle pas, elle aussi, créé sa propre dogmatique et une morale bien à elle? La franc-maçonnerie est-elle un lobby, ou bien la religion de la République, comme l'a déclaré Vincent Peillon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Ayrault? La franc-maçonnerie est-elle un réseau de pouvoir parallèle, pouvant se révéler dangereux? Pour que chacun puisse se forger son idée, il convient de faire le tour de nombreuses questions. Commençons, tenez, par voir ce que c'est de l'intérieur. Nous retrouvons à Paris le grand maître de la Grande Loge nationale de France, Jean-Pierre Servel, à l'intérieur du Grand Temple. Il nous en fait la présentation. Là, nous sommes dans le grand temple de la Grande Loge nationale française. Vous avez l'entrée du temple avec les deux colonnes, Jacquin et Bose. Vous avez tout autour du grand temple les bannières de certaines loges ou de provinces de la Grande Loge nationale française. La colonne du Nord, c'est là où se tiennent les apprentis dans une attitude silencieuse. Et puis vous avez ensuite les compagnons qui se tiennent sur la colonne du Sud. L'Orient, là d'où vient la lumière et où se tient le maître de la loge, le vénérable maître. Vous avez devant le plateau du vénérable maître, ici, une pierre brute qui symbolise l'apprenti sur lequel tout le travail est à faire, et ici, l'idéal, c'est-à-dire la pierre cubique parfaitement ciselée, qui est le but vers lequel nous tendons, un but de perfectionnement intérieur. Dans la franc-maçonnerie, les symboles ont une importance cruciale. À quoi servent-ils? Ont-ils une signification spéciale ou peut-on les interpréter à loisir?
le maçon, auteur et éditeur Jean Solis nous explique la symbolique du tapis de loge dans un temple situé discrètement en banlieue de Toulouse. Alors évidemment, on pourra toujours nous reprocher de donner des explications sur les symboles très importants qu'on voit sur le tapis de loge. Mais d'abord, ces explications demeurent très sommaires parce que si on rentrait vraiment dans le détail de la philosophie maçonnique, on perdrait complètement nos auditeurs, nos spectateurs dans des considérations auxquelles ils ne sont pas habitués. Puis surtout, quoi craindre de montrer de ces symboles? Le profane, comme on l'appelle, ne peut rien en faire de mal ni de négatif. Ce qui est à déplorer, c'est plutôt que tous ces symboles, il y a beaucoup de maçons qui n'en font pas grand cas, en réalité. Ce tapis de loge qui est au milieu de la loge est la représentation à la fois de l'univers spirituel, de la création du grand architecte de l'univers et de la loge elle-même. Donc c'est une mise en abîme. Le fait d'y être confronté, de les regarder, d'en parler, de les gloser, ces symboles nous permettent que nous rentrions à l'intérieur et nous permettent de provoquer en nous une certaine forme d'éveil à ce qu'ils véhiculent et d'autre part de provoquer entre nous des formes de discussion, des formes de dialogue sur la façon dont nous allons pouvoir, entre guillemets, progresser. Tout en haut de l'Est, côté nord, la Lune, en face, le Soleil, qui ont, parmi de multiples significations, pour fonction de dire que sur la Terre, il y a toujours des francs-maçons au travail, ça symbolise le cycle de la lumière, le cycle des journées. Vous avez l'équerre, qui représente la rectitude, qui est l'outil, l'instrument plutôt du vénérable maître. Vous avez l'étoile flamboyante avec le G, signifie le rayonnement du Dieu créateur et protecteur, puisque ce G vient de la franc-maçonnerie anglo-saxonne et veut dire God. Un peu à gauche de l'étoile, la perpendiculaire, c'est-à-dire l'outil du surveillant qui symbolise la verticalité, la spiritualité, la transcendance. Et en face, le niveau, alors pas le niveau à bulbe, à l'époque, les francs-maçons bâtisseurs utilisaient ce type de niveau triangulaire en bois avec un pendule au milieu, qui signifie, entre autres choses, que tous les maçons se rassemblent sur le niveau de l'égalité, ou d'autre part, que la mort nivellera toutes nos différences sociales. J'ai peu d'amis maçons ou même anciens maçons. Mais quand j'étudie ce sujet, je ne peux m'empêcher d'aller interroger mon ami Stéphane Blais, pianiste et compositeur de renommée internationale, ancien élève de Byron Janis et de Vladimir Horowitz. Il a été initié et est ressorti de la maçonnerie quelque peu dépité. Est-ce que la maçonnerie prête un pouvoir aux symboles à partir desquels elle se développe ? Tout est symbole, et l'art est symbole. Une note de musique, un accord, c'est un symbole. C'est quelque chose qui fait appel à des résonances, des vibrations. Tout est symbole dans la vie, donc il est logique que ça fascine les musiciens aussi, les architectes, les poètes. Tout est symbole non seulement dans la franc-maçonnerie, mais partout. Dans le magnifique parc Monceau s'élève une pyramide et divers monuments d'inspiration maçonnique. Ce parc a été voulu par Philippe d'Orléans, premier grand maître du Grand Orient de France, qui était également propriétaire du Palais Royal. Paris, ville maçonnique ? La Tour Eiffel, symbole français par excellence. L'idée de l'édification de cette pyramide de métal pour l'exposition de 1889 a germé au sein d'une loge maçonnique. Pour imprimer des idées fortement dans l'esprit, il faut utiliser des symboles. Et le symbole, c'est, si je fais un petit peu de psychanalyse de comptoir, c'est un objet transactionnel. Le premier conservateur du musée du Louvre, l'égyptologue Dominique Vivant-Denon, était franc-maçon. La célèbre pyramide de Paye s'intègre parfaitement dans l'ensemble, même si l'architecte chinois n'était vraisemblablement pas maçon. Le Panthéon a été bâti sous Louis XV par l'architecte franc-maçon Jacques Germain Soufflot. En 1791, cette ancienne église a été dédiée aux grands hommes de l'époque de la liberté française. Chacun sait que l'on ne gouverne pas avec des faits, mais on gouverne avec des symboles. La Concorde est marquée en son centre par l'obélisque de Luxor, dont le transfert d'Égypte en 1839 a été organisé par le franc-maçon Isidore Taylor. Vous avez des gens comme Chirac, qui ont été des gouvernants exécrables, en tout cas dilettantes, et qui aujourd'hui sont
aimé des Français, regretté par les Français, parce que c'est quoi Chirac? C'est un symbole. C'est un bon gars qui aime bien la cuisse, qui aime bien la bière, qui aime bien la choucroute. Bah ça, c'est un symbole. Revenons à l'histoire de France, puisque nous avons choisi de nous interroger sur la France maçonnique. Le jésuite Augustin Baruel a prétendu que la Révolution française fut un projet et une réalisation maçonnique. Il offre des arguments. Ainsi, Louis-Philippe, duc d'Orléans, cousin du roi, premier prince du sang, élu grand maître et organisateur du Grand Orient de France, mena une part active dans la Révolution depuis le Palais Royal, qu'on appelait alors l'anti-Versailles, ce qui veut tout dire. Membre du club des Jacobins, il abjura le nom d'Orléans, prit officiellement celui de Philippe Égalité durant la Convention, et vota la mort du roi, qui fut condamné à la guillotine à une voix près, celle justement de ce trop ambitieux cousin. Pour savoir comment la France a été transformée, bouleversée par la Révolution de 1789, pétrie d'idéal maçonnique, je suis allé voir Pierre Hillard, essayiste du camp traditionnaliste et docteur en sciences politiques. Qu'est-ce qui a changé dans notre pays depuis 1789 ? Quelle est la nature de cette coupure, de cette brisure, qui est parfaitement assumée par les principaux courants du maçonnisme, puisqu'on nous parle sans cesse d'un avant et d'un après 89, l'ancien régime étant censé être une période d'obscurité et de ténèbres, alors que la Révolution nous est présentée comme le triomphe de l'esprit des Lumières et de la liberté. « 1789, c'est pas uniquement les révoltes, la prise à Bastille, etc. C'est avant tout le changement d'un modèle, la rupture plus exactement d'un modèle de civilisation qui est né, dans le cas de la France, avec le baptême de Clovis. Et dans cette histoire, il y a ce principe absolument clé qu'il faut vraiment retenir, c'est que la conversion de Clovis fait que le roi de France, et ça va être le principe répété jusqu'à Louis XVI, le roi de France est le lieutenant du Christ. Mais les élites françaises du XVIIIe siècle étaient, à une écrasante majorité, imprégnées de l'idéologie maçonnique, avec en particulier un des plus grands princes, le cousin du roi Louis XVI, Philippe Égalité, qui sera d'ailleurs le grand patron du Grand Orient de France. On ne peut nier que ce grand chef maçon changea durablement le sort de la France. Il en est de même pour le créateur de notre hymne national, la Marseillaise, Rouget de Lille, mais aussi de Danton, de Marat, de Lafayette, qui intégra la couleur blanche dans notre drapeau national, du comte de Mirabeau, qui écrivit le préambule de la très maçonnique Déclaration des droits de l'homme, du peintre David, et de nombreux autres personnages de cette époque, comme Joseph Ignace Guillotin, le créateur de la guillotine, ou Isaac Le Chapelier, qui fit interdire les corporations et rédigea le serment du jeu de paume. La franc-maçonnerie a-t-elle eu un rôle particulier dans la Révolution française ? Il est difficile de le faire dire aux principaux intéressés. Je pense qu'on prête peut-être un peu trop à la maçonnerie, notamment dans le rôle qu'elle aurait pu jouer dans la Révolution de 1789. Je crois que la présentation est souvent exagérée. Peut-être ce rôle est-il en réalité mineur. La franc-maçonnerie française a eu la chance et l'honneur de comporter en son sein ce qu'on appelle par raccourci des grands hommes. Sous le Premier Empire furent maçons de nombreux ministres, préfets, des membres de la famille Bonaparte, Joseph, Louis, Jérôme, et peut-être Napoléon lui-même, comme en tout cas sa femme l'impératrice Joséphine, et comme le fut plus tard son neveu le Carbonaro Napoléon III. Il y a beaucoup d'autres individus qu'on pourrait citer, alors après plus ou moins discutables. Par exemple, tous les maréchaux d'Empire de Napoléon étaient maçons. Il a fait mettre sous tutelle l'ensemble de la franc-maçonnerie de l'époque par l'archichancelier Cambacérès. On doit toutefois à la vérité de dire que durant la terreur robespierriste, les loges sont entrées en sommeil.
et surtout que les maçons ont appartenu à tous les camps, y compris au camp royaliste, à commencer par l'amant de la reine Marie-Antoinette, le bel Axel de Fersen, le grand chef vendéen Charette, qui fut à la tête de l'armée catholique et royale. C'est bien, mais moi ça ne me plaît pas qu'on en parle comme ça, je vais vous dire pourquoi. Les théoriciens contre-révolutionnaires Joseph de Maistre ou l'Irlandais Edmund Burke, ou encore, mais oui, les deux rois de la Restauration que furent Louis XVIII et Charles X. Si ces gens-là se sont fait remarquer par leur qualité dans l'histoire, ça n'est pas parce qu'ils étaient francs-maçons, c'était parce qu'au départ, c'était des types bien. Au XIXe siècle, les choses se raidirent. Il est ordinairement admis que la Révolution de 1830, puis celle de 1848, furent inspirées par les idéaux maçonniques. C'est alors que fut adoptée la devise Liberté, Égalité, Fraternité. Cette devise est aussi celle de la Grande Loge de France et du Grand Orient, et ce n'est pas un hasard. Au XIXe siècle, l'obédience française la plus importante, c'est le Grand Orient de France, évidemment. Alors, celui-ci, dans les années 1870 et suivantes, 1877 plus précisément, a coupé un certain nombre de références, notamment la référence obligatoire au grand architecte de l'univers. Et dès lors, cette franc-maçonnerie française, qui a joué un rôle politique essentiel, important et bénéfique même, cette franc-maçonnerie française s'est trouvée un peu mise à l'écart, évidemment, par la franc-maçonnerie régulière que j'évoquais il y a un instant. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, en 1913, la naissance de la Grande Loge nationale française, puisque celle-ci a fait retour à l'exigence de la croyance en Dieu, de la référence au grand architecte de l'univers pendant les travaux maçonniques. C'est la Troisième République, triomphe du parti radical, qui vit en France le début du véritable règne de la maçonnerie. C'est Arago, membre du gouvernement de la Défense nationale en 1870, c'est Léon Bourgeois, président du Conseil des ministres, c'est Adolphe Crémieux, qui accorda la citoyenneté française aux 35 000 juifs d'Algérie, mais pas aux natifs algériens musulmans. C'est Gambetta, président du Conseil, et c'est encore Jules Ferry, président du Conseil lui aussi, promoteur de l'école publique gratuite et obligatoire, mais aussi partisan de la colonisation française. L'empire colonial français sera œuvre maçonnique, décrié tant par l'extrême gauche que par les royalistes comme Charles Maurras. Au début du XXe siècle, chez les radicaux, 3 sénateurs sur 4 et 1 député sur 2 sont maçons. L'un des plus gros scandales de cette époque, outre l'affaire Dreyfus, est l'affaire des fiches. Entre 1900 et 1904, les officiers français soupçonnés d'aller à la messe sont fichés et pourchassés en raison de leurs opinions politiques mais surtout religieuses. Haut fonctionnaire et homme politique engagé à droite, créateur du club de réflexion Polémia, Jean-Yves Le Gallou se présente comme un réinformateur. Il a rencontré la franc-maçonnerie d'une curieuse manière dans le cadre de son travail au ministère de l'Intérieur. L'histoire des fiches, c'est en 1905, quand le ministre de la Défense de l'époque, Grand Orient de France, demandait le fichage des officiers, pour savoir notamment s'ils allaient à la messe ou à défaut si leur femme y allait, etc. Les plus élégants des officiers répondaient qu'ils ne le savaient pas puisqu'ils étaient au premier rang. Mais tous n'ont pas eu cette élégance. Alors ça a eu quand même, l'affaire des fiches a eu une conséquence tout à fait gravissime, c'est que dans la période qui a précédé la guerre de 1914, on a sélectionné beaucoup de généraux, de colonels et de généraux sur des critères politiques. On promouvait sans doute ceux qui étaient francs-maçons et ceux qui se soumettaient servilement à ce pouvoir. Et le résultat a coûté très cher en 1914, puisqu'il a fallu remplacer, quelques mois après le début de la guerre, 150 généraux qui étaient totalement incapables. Et donc, cette politisation de l'armée
dans la période qui a précédé la guerre de 14, et cette soumission de l'armée au Grand Orient de France dans la période qui a précédé la guerre de 14, a coûté des dizaines de milliers de morts. Avant 1904, ce que peu de gens savent, au Grand Orient, il y avait une obligation de croyance en Dieu, qu'elle n'a été supprimée qu'en 1904 par Desmond. C'était Desmond, le grand maître à ce moment-là. Et puis finalement, le Grand Orient s'est à un tel point laïcisé que même le concept du grand architecte de l'univers a été supprimé. Parce que même, c'est un concept, hein, ça ne signifie pas du tout Dieu, en tout cas pas obligatoirement. On se perd en conjectures sur la notion étrange du grand architecte de l'univers. Pour Jean-Pierre Servelle, grand maître de la Grande Loge nationale de France, tout est pourtant très simple. La référence au grand architecte de l'univers est très simple à la Grande Loge nationale française, qui est théiste par nature. Le grand architecte de l'univers, c'est tout simplement Dieu, c'est le Dieu de la religion du livre, c'est-à-dire que les serments sont prêtés essentiellement sur la Bible, le Coran ou la Torah. L'idéologie maçonnique s'oppose radicalement au concept catholique. Déjà, la primauté de l'homme est un élément absolument contraire à la pensée catholique, puisque normalement dans le catholicisme, le Christ est le centre de toute chose. Mais il faut savoir que la pensée maçonnique, c'est le naturalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance d'une religion révélée. Et le catholicisme est la religion détestée, abhorrée par l'idéologie maçonnique, car elle affirme, la religion catholique, l'existence d'un Dieu, Christ, fils de Dieu incarné, mort et ressuscité. Pour l'idéologie maçonnique, c'est une horreur à bannir. Dès 1738, le pape Clément XII avait fulminé une bulle excommuniant les frères. Mais la guerre ouverte n'avait pas eu lieu. Les maçons Montesquieu, d'Alembert, d'Holbach et Voltaire, un maçon sans tablier initié seulement 2 mois avant sa mort, menèrent un combat larvé et prudent contre l'alliance du trône et de l'autel. Dès le départ, il y a eu une espèce de braquage de la religion chrétienne en général, mais particulièrement du catholicisme romain contre la franc-maçonnerie. Pourquoi ? C'est parce que personne n'a eu le courage jusqu'à présent de faire la démonstration, et j'y travaille et je vais y arriver, ainsi que quelques amis, que la franc-maçonnerie ne se fonde pas sur une croyance, quelle que soit cette croyance, c'est-à-dire on croit en Dieu, c'est une croyance. Attention, on ne croit pas en Dieu, c'est une croyance. C'est croire qu'il n'existe pas. Comme l'essence divine n'est que ontologique, elle n'existe qu'en soi, de toute façon, croire ou ne pas y croire, pour moi, c'est no way. Ça n'est pas un sujet, ni un objet, ni un sujet. Ce qui est important, c'est ce qu'on connaît. Vous avez la Bible qui est tournée pour être lisible du côté du vénérable maître, la Bible qui symbolise la loi divine, la loi naturelle, si l'on veut, qui doit être l'ultime loi pour tout franc-maçon et dont le vénérable maître est garant dans la loge. Et bien sûr, l'équerre de la rectitude et de la perfection terrestre et le compas de l'élévation de l'esprit. La franc-maçonnerie est une gnose, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur une connaissance intime et intérieure d'un certain nombre d'objets mythologiques qui sont des médiateurs vers le grand ça, vers ce grand inconnu, vers ce tout autre, et que ce doute fondateur a été précisément, et c'est pour ça que j'en reviens au point de départ, la base même, en tout cas ce dialogue intérieur, pas ce doute fondateur, est à la base même de la querelle entre l'Église de Rome et les premiers francs-maçons, est quelque chose qui dure, parce que les francs-maçons travaillent en principe sur la Bible, tous leurs rituels sont issus de la Bible, sans aucune exception. Alors avec plus ou moins de densité de report de temps, mais je viens d'écrire un bouquin là-dessus, vous ne pouvez pas sortir 1 degré de maçonnerie qui se dispense de la Bible, quel que soit le rite. Eh bien, on demande aux catholiques romains de croire sans discussion des choses qu'on leur raconte. On demande aux francs-maçons de rentrer dans la Bible, de la lire, de la penser, de la vivre, d'incarner ces personnages.
Et ça, typiquement, c'est une gnose. Que voulez-vous? Vous avez déjà vu un pape qui aime que ses oies y réfléchissent? Non, ça se saurait. Pourquoi y a-t-il cette obsession maçonne de la laïcité qui donne à penser que les loges s'opposent à toute pensée religieuse traditionnelle? Est-ce que la maçonnerie est la religion de la République? Car de fait, si elle l'est, on peut considérer que c'est aussi une sorte de contre-religion, ou tout au moins de pensée religieuse s'opposant à d'autres courants, je pense en particulier au catholicisme romain sur lequel la France s'est bâtie depuis Clovis. François Peillon a pu dire la franc-maçonnerie est la religion de la République. Alors c'est peut-être valable pour le Grand Orient de France, mais je ne veux pas parler en son nom, mais certainement pas pour la Grande Loge nationale française. D'abord, la maçonnerie n'est pas une religion et elle ne s'investit pas dans la scène politique. Que Vincent Peillon déclare que la franc-maçonnerie est la religion de la République, bien grand lui fasse. Ça soulève plusieurs problèmes parce que ça voudrait dire finalement que la franc-maçonnerie s'ajoute en tant que mouvement religieux à une autre liste, un autre empilement de mouvements religieux, et que de fait de la laïcité, de la loi de 1905 et puis des amendements qui ont été produits par la suite en 1906 et 1907, il y aurait deux sortes de religions en France, les cultes finalement traditionnels et la franc-maçonnerie. Autrement dit, la France ne serait pas un État laïque. Je suis désolé, si on pousse ce raisonnement à fond, la France n'est pas un État laïque. Or, d'ailleurs, je pense personnellement que la France est une très mauvaise laïcité, et c'est un autre débat. Si en plus il fallait dire qu'il y a une espèce de religion qui fait exception, non, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que la franc-maçonnerie est avant tout un système initiatique, que, en tant que tel, il doit coexister discrètement et dans la légalité avec toute autre forme de système philosophique au sein d'un État, d'une république ou d'une monarchie, peu importe. Défendre la laïcité au sens de défendre le droit de chacun à croire ou ne pas croire, c'est très bien, mais c'est pas ce qui se passe, en tout cas, je trouve. Là, on a un dérapage vers le laïcisme, c'est-à-dire ce que Peillon appelait la religion du XXIe siècle, et on est nombreux quand même à penser que la franc-maçonnerie n'est pas là pour ça, et que la laïcité et le laïcisme, ce sont deux choses vraiment bien différentes. Il ne faudrait pas que la franc-maçonnerie devienne une machine de guerre contre les religions, ce n'est pas son rôle. Et en plus, quand on sait de quoi elle est née, et ses légendes, ses rituels, etc., il y a quand même un dérapage, à mon sens. Je ne suis pas le seul à le penser, je suis peut-être un des seuls à le dire, mais on est nombreux à le penser à l'intérieur ou à l'extérieur de la franc-maçonnerie aujourd'hui. On sait que de nombreuses lois ont été inspirées par l'idéologie maçonnique, comme la loi Neuwirth légalisant la contraception en 1967, la loi Veil ou le mariage pour tous plus récemment. La plupart des grandes obédiences sont très fortement engagées politiquement et sociétalement. La GLNF ne joue aucun rôle politique, à la différence d'autres obédiences qui... et c'est la voie qui a été choisie. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou plus mauvaise, hein, entendez-moi bien. Mais la Grande Loge nationale française, à l'image des 200 grandes loges régulières du monde, ne s'investit pas dans un discours sociétal ou politique. Toutes les lois qui ont été faites autour de Caillavet, de Simone Veil, etc., qui concernent les droits de la femme, qui concernent des progrès dans le domaine de l'éthique médicale, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, etc. Moi, j'ai pour habitude de ne pas prendre parti politiquement, en tout cas dans le cadre où je dois parler de franc-maçonnerie. Je dis que si des fraternelles ont pu permettre du progrès social, c'est très bien. Ce dont j'ai peur, c'est qu'elles servent à d'autres choses et que ce dépassement de clivage, donc ce dépassement des clivages des partis politiques, n'aboutisse parfois à des prises d'intérêt communs en quelque sorte, ou à des réseaux qui là sont nettement moins clairs. Si on regarde l'influence, je serais tenté de dire qu'elle est double. Globalement, elle joue quand même dans le sens du conformisme dominant. Et puis, s'agissant du Grand Orient, elle joue alors dans le sens d'un conformisme agissant et assez souvent d'un certain sectarisme.
Je ne dis pas que tous les gens du Grand Orient sont sectaires, j'en ai connu qui ne l'étaient pas, donc je ne vais pas dire que tous les gens du Grand Orient sont sectaires, mais il y a tout de même une certaine attitude sectaire dans cette obédience qu'on voit là encore très bien avec le gouvernement actuel, le gouvernement Valls, et il y a tout de même un triangle Grand Orient qui semble très, très fort si on prend Valls, Premier ministre, Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Le Drian, ministre de la Défense, dont le cabinet est quand même, notamment civil, est truffé de camarades d'obédience, peut-on dire. L'appartenance à la maçonnerie est-elle un critère déterminant pour faire carrière? Le Gallou a une expérience personnelle avec des réseaux maçonniques qui lui ont mis des bâtons dans les roues. J'ai eu effectivement, au moins dans une période de ma carrière, et compte tenu de ma traçabilité politique et idéologique, j'ai eu une fois effectivement une opération qui a été menée, et qui s'est appuyée sur ce type de réseau. C'était à l'occasion de ma promotion au grade d'inspecteur général de l'administration du ministère de l'Intérieur, où le cabinet du ministre, à l'époque c'était Villepin, avait été menacé, s'il le faisait, d'être dénoncé dans le Canard enchaîné comme promoteur de quelqu'un pensant très mal. Voilà. Alors j'ai réglé mon problème en faisant un recours devant le Conseil d'État que j'ai gagné. La franc-maçonnerie est-elle politisée? Je ne pouvais manquer d'aller à la rencontre de mon ami Emmanuel Ratier, éminent spécialiste des réseaux occultes. J'ignorais alors qu'il allait être brutalement ravi à notre affection 3 semaines plus tard. Normalement, un franc-maçon appartient à un atelier et il n'a pas le droit d'aller visiter une autre loge, sauf s'il est accompagné par un maître, et il a le droit d'y aller seul à partir du moment où il est maître. Donc il va se rendre pour lier connaissance avec d'autres gens, c'est-à-dire clairement pour se créer un réseau relationnel et faire des affaires ensuite. Il va se rendre dans des loges de la propre obédience, et en général, pratiquement toujours, dans des loges qui se trouvent dans la même ville ou dans la même zone géographique. Par la suite, il va pénétrer l'ordre intérieur avec des grades, le grade culminant, comme c'est bien connu, dans la plupart des rites, étant le 33e degré. Mais tout ça fait qu'on fréquente toujours les gens de la même obédience. Les fraternelles maçonniques sont reliées aux professions, au secteur d'activité, et s'y trouvent représentés des membres de toutes les obédiences. Les fraternelles, c'est lorsqu'un groupement de métiers, c'est-à-dire, je sais pas, des juges, des avocats, des médecins, des journalistes, se regroupent à l'intérieur de la maçonnerie pour former vraiment un lobby. Bon, là, ça pose un problème. Les loges, normalement, sont censées représenter, même si j'ai rarement vu jamais vu même d'ouvriers, malheureusement, ou de chauffeurs de taxi en loge, mais on est censé représenter un petit peu la société telle qu'elle est. Bon. Seulement là, les fraternelles, ça pose un problème, surtout lorsqu'il s'agit effectivement de juges. Dans ses archives, classées avec soin, Emmanuel Ratier fait défiler devant mes yeux des documents ultra confidentiels auxquels aucun profane n'a jamais eu accès. Donc là, vous avez une réunion de l'Association internationale des assurances. Donc c'est tout ce qui est assureur, expert immobilier, expert en assurance, etc. Et donc vous avez 2 personnes qui sont chargées, il y en a une qui va être chargée de parler, point d'étape sur la négociation des retraites complémentaires, c'est-à-dire que va parler en réalité d'une loi qui est en train d'être préparée, d'être votée. Ça veut donc dire que les fraternelles agissent directement sur la rédaction ou la création d'amendements pour les lois qui sont votées par le Parlement. Bon, un autre exemple, la fraternelle de l'immobilier, là c'est quand même assez intéressant parce que c'est Patrice Gras qui a invité, donc franc-maçon, et qui est vice-président de l'Union nationale des huissiers de justice. Et c'est quand même assez amusant de voir qu'il intervient au cours de ce déjeuner sur la charte
la charte éthique du recouvrement. Voilà. Donc là, vous avez un petit document. Bon, c'est l'Association nationale fraternelle des anciens combattants et services de sécurité. Il y a 2 associations, donc il y en a une autre. C'est une association des anciens des services secrets. Là, c'est la fraternelle des métiers de l'information et de la communication, c'est-à-dire que c'est essentiellement la publicité. Et donc, vous avez notre très cher frère, Christian Delhomme, qui intervient sur la révolution numérique et la prise de pouvoir de la société civile. Alors ça, c'est une espèce de surfraternelle, mais qui est quand même pas la coupole. C'est le comité de liaison des fraternelles de la fonction publique. Ça s'appelle Colifra, c'est-à-dire que ça regroupe les différentes fraternelles de la fonction publique. Donc ça va retrouver la fraternelle parlementaire, la fraternelle de la police, la fraternelle des armées, la fraternelle de l'éducation nationale, etc. etc. La fraternelle du ministère de la Défense se réunit à l'intérieur de l'école militaire pour un cocktail à seulement 30 €. Et je pense que n'importe quelle personne qui voudrait faire un cocktail à l'intérieur de l'école militaire paierait nettement plus. Donc vous avez tous les documents à l'intérieur sur ces documents. Alors je précise, bon, je le montre pas, mais ils sont pas très malins parce que là, ils ont mis les noms en clair des membres. Donc je montre juste la première page, mais bon, comme c'est confidentiel, enfin, on peut dire qu'ils sont pas très très malins. Et s'ils se flattent d'être des militaires de qualité, on voit qu'ils ignorent les règles essentielles, minimales, je dirais, de la sécurité. Ça va de la fraternelle des parlementaires, la fraternelle de la diplomatie, jusqu'à la fraternelle des fumeurs de cigares ou la fraternelle des amateurs de grands scotch, de grands whisky. Alors évidemment, vous comprenez bien que par rapport à ça, d'une fraternelle à l'autre, on va dire le niveau d'impact politique que peut avoir une fraternelle est très différent. Moi, un jour, j'ai été invité à participer à une soirée à la fraternelle des amateurs de Havane. Alors, qu'est-ce que c'est là ? C'est pas la grosse magouille, hein. Ce sont des gens qui s'arrangent entre eux pour faire une sorte de club, pour avoir des très bons cigares du monde entier à moindre prix et qui les dégustent ensemble en discutant, en refaisant le monde, etc., comme on peut le faire à la fin d'un repas de famille. Donc, c'est très inoffensif. Par contre, les fraternelles, quand c'est... Et là, j'avoue, j'ai toujours refusé d'y participer. Mais quand c'est la fraternelle des parlementaires, il y a quelque chose qui me démange, il y a quelque chose qui me déplaît. Quand c'est la fraternelle de la banque ou des cadres de la banque, qu'est-ce qu'on peut bien avoir à se dire en tant que franc-maçon à l'intérieur de tels réseaux parallèles ? Dans cette histoire, on note le rôle d'un homme clé, celui du maçon socialiste Michel Reth. Reth était le grand patron des fraternelles et d'une certaine façon l'un des plus grands secrets de la franc-maçonnerie contemporaine. C'est une photo sortie d'un annuaire interne au Grand Orient de France, qu'il est impossible à avoir d'une manière classique, et c'est simplement parce que j'ai réussi à infiltrer la franc-maçonnerie que j'ai récupéré ce genre de document. Il avait réussi à unifier les fraternelles à l'intérieur d'un groupement, et d'avoir donc accès aux 70 000 ou 80 000 membres francs-maçons qui appartiennent à des fraternelles différentes. Alors ça s'appelait les chantiers, donc c'est un petit fascicule qui est vert, dans lesquels étaient présentées les différentes obédiences. Et voilà, le président, c'est Michel Reth. Voilà, c'est un homme essentiel dont le nom est tu systématiquement. Donc ce fascicule a été imprimé à environ 60 ou 70 000 exemplaires, et il devait être distribué à chacun des membres des fraternelles. Et le scandale, Michel Reth des fraternelles a explosé, ce qui fait que cet annuaire a été pilonné et n'a jamais été distribué. Et moi, j'ai réussi à en récupérer un exemplaire, ça doit être un des rares qui existe. Là, vous voyez, c'est son procès. Urbain Sagesse, Michel Reth reconnaît son rôle de caissier du Parti socialiste. Alors, Michel Reth était évidemment socialiste, et donc il faisait l'intermédiaire, il touchait un pourcentage sur tous les marchés publics qui étaient passés avec les mairies, les conseils généraux, enfin avec un certain nombre de mairies, de conseils généraux, de collectivités locales, etc., etc. Donc, dans Michel Reth qui est décédé
a fini par être condamné, mais en fait, l'affaire a été totalement étouffée parce qu'il a glissé, pourrait-on dire, une grosse quenelle au juge Thierry Jean-Pierre. C'est-à-dire que comme c'était un homme qui, bien évidemment, ne travaillait pas qu'avec la gauche, il a glissé l'achat du siège du Parti républicain à côté de l'Assemblée nationale, dans lequel il avait été partie prenante, manière de montrer qu'il avait des dossiers sur tout le monde, et donc que si on l'attaquait, il pouvait sortir des affaires sur le parti au pouvoir. Il peut y avoir une fraternelle de policiers, voire d'avocats, de chefs d'entreprise. Ce n'est pas le domaine des obédiences. Ces fraternelles, en effet, ont nécessairement pour objet parfois l'entraide entre membres de ces groupes, mais cela échappe à la maçonnerie. Ce n'est pas l'objet vraiment de la franc-maçonnerie. Ça peut être très sain, mais ça pourrait également devenir malsain. Qui sont les membres du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. C'est un document assez ancien, mais vous avez donc le frère Michel Rette qui est grand secrétaire aux affaires intérieures. C'est-à-dire que c'est pas du tout un marginal ou quelqu'un qui aurait détourné l'esprit du Grand Orient de France. C'est quelqu'un qui est aux manettes et qui a la direction du Grand Orient de France. Donc là, vous voyez un document ultra secret qui a un compte-rendu de la Chambre de justice maçonnique concernant Michel Rette, dont le rapporteur était le frère Jean-Michel Quillardet, qui par la suite va devenir grand maître du Grand Orient de France. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que alors que Michel Rette est poursuivi à la demande d'un certain nombre de loges, et qu'il est lui-même poursuivi par la justice et qu'il va être condamné, il est indiqué que la décision est une non-suspension du frère. C'est-à-dire que le frère, bien qu'il soit poursuivi, qu'il soit prochainement condamné, demeure sans problème à l'intérieur de la loge, qui est une loge extrêmement célèbre parce que c'était une loge affairiste qui s'appelait la loge Victor Schœlcher, qui se trouvait à la Haye-les-Roses à côté de Rungis, où se trouvaient toutes sortes d'affairistes. La maçonnerie se déclare sans dogme, mais n'y a-t-il pas tout de même certaines dérives sectaires? Alors vous êtes grand maître, ça veut dire quoi? Vous êtes un gourou, vous êtes un chef, vous êtes plein de pouvoir, un grand magicien, vous êtes quoi? Non, un grand maître a d'abord des responsabilités administratives, malheureusement, c'est pas très valorisant. C'est pas très valorisant. Il a aussi effectivement la lourde tâche d'être un guide spirituel. Le principal motif de trouble, ça a été quand le grand maître de l'époque s'est présenté en tant que guide spirituel. Ce qui est guide spirituel dans la franc-maçonnerie, c'est son rite et ses loges. Chaque loge est un corps sacerdotal qui sert de véhicule à des valeurs et de véhicule à des symboles qui eux-mêmes véhiculent des valeurs. Il n'y a pas une seule personne qui peut décréter « je suis un guide » et on ne peut élire personne en tant que guide. Ça a foutu le feu aux poudres parce que ça a été la marque que finalement cette fraction de la franc-maçonnerie pouvait connaître une dérive sectaire et une dérive politicienne et ce n'était pas acceptable. Moi, je suis devenu grand maître dans un contexte un peu particulier qui était celui de la crise qu'a connue la GLNF il y a entre 4 et 5 ans. Donc, j'ai été élu dans un contexte un peu difficile où la GLNF connaissait une crise interne avec des scissions et puis surtout une crise internationale avec des retraits de reconnaissance de grandes loges. Je dois dire tout d'abord que Jean-Pierre Servel, qui gouverne la GLNF aujourd'hui, est quelqu'un de tout à fait estimable. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Il est très intelligent. C'est un remarquable orateur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culture. Et, si j'ose dire, ça nous change par rapport aux quelques précédents. Non, ce qui me gêne, c'est que Jean-Pierre Servel... Alors, il y a deux choses. Premièrement, Jean-Pierre Servel dit qu'il a fait le nettoyage et les réformes nécessaires. Et deuxièmement, il a finalement réhabilité la Grande Loge nationale française dans sa position géostratégique, si j'ose dire, dans sa position internationale, telle qu'elle se présentait avant le clash. Bien, il fallait d'abord ramener un petit peu de sérénité à l'intérieur de notre obédience, ce qui s'est fait finalement à peu près tout seul, après mon élection, sans que j'y sois pour
grand-chose. Je n'ai pas joué, me semble-t-il. Certains me prêtent un rôle, mais je ne pense pas l'avoir joué. Ce sont les loges qui ont retrouvé leur cohésion et leur sérénité. Et c'est cette situation intérieure pacifiée qui m'a permis de renouer les liens avec les grandes loges étrangères. Je serais prêt, moi, à faire confiance à Jean-Pierre Servel. Je ne suis pas prêt à faire confiance à un certain nombre de personnes qui l'entourent. Il dit qu'il a fait le nettoyage. N'empêche qu'il reste quelques individus pas loin de lui, qui étaient déjà là pendant les grandes maîtrises précédentes, à qui je ne fais pas confiance. Et je préférais ne plus les y voir. Alors peut-être n'a-t-il pas eu le choix, peut-être finalement a-t-il dû faire ce que De Gaulle a fait à la Libération, c'est-à-dire composer avec tous les anciens préfets qui étaient collaborationnistes, et puis intégrer des communistes quelque peu dangereux dans ses équipes dirigeantes, parce qu'il fallait recréer une union nationale. Peut-être Servel a-t-il agi dans ce sens-là? Bon non, mon entourage ne fait nullement pression sur moi. Mon entourage, ce sont des fidèles, et nous avons des idées communes d'une grande pureté, d'une grande simplicité. Et je perçois mal en quoi mon entourage pourrait m'influencer de telle ou telle façon. Nous ne cherchons pas à nous influencer les uns les autres, sauf pour trouver les solutions idéales pour nos frères. Ouais, je dis que ce que Servel est en train de rater, et je pourrais en parler, et je lui ai même proposé d'ailleurs, on peut en parler face à face et très gentiment et très calmement. Ce qu'il a raté, c'est l'opportunité extraordinaire de refonder totalement la franc-maçonnerie française sur des nouvelles bases. S'il est bien quelqu'un qui, en France, s'est fait attaquer publiquement par des maçons ou d'anciens maçons, comme Manuel Valls, c'est bien l'humoriste Dieudonné. Sur le papier, ce devrait être étonnant pour tout le monde, car la maçonnerie revendique comme principe de base, commun à tout être humain, la liberté d'expression. Comment Dieudonné juge-t-il la maçonnerie? Est-il animé par une certaine forme de ressentiment à son égard, car elle ne l'a pas épargné? Il a d'ailleurs une petite expérience, assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait. Un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite... Alors moi, ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, et j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste, et qu'il était bon d'entrer sur cette liste, puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient, c'était pas très très bon, selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Il dit, je veux bien m'inscrire, mais l'année dernière. Et je me souviens d'une question, c'est une personne qui avait l'air un peu austère, un peu froide, et qui m'a dit, y a-t-il de la haine en vous? J'ai trouvé ça étonnant. J'ai dit peut-être, pour certains, tout dépend comment... Mais ça n'a pas semblé lui. Il fallait vraiment être un être pur pour lui, pour rentrer dans son monde. Et j'arrivais chargé d'impureté et de haine, visiblement. Et il fallait dire non, je n'ai aucune haine en moi. Non, donc j'ai bien compris qu'il y avait des gens qui étaient très ouverts, puis d'autres, des cadres qui étaient un petit peu plus fermés, un peu plus austères, qui sélectionnaient un peu à l'entrée, comme dans une discothèque, quoi. Les fouteurs de merde, on préfère ne pas les avoir à l'intérieur. Et donc j'ai été identifié certainement comme un fouteur de merde, puisque après ce rendez-vous, il n'y en a eu aucun autre. Ce qui sera intéressant, c'est par rapport à la liberté d'expression notamment, et la liberté de travail, la liberté d'expression surtout, ce serait d'avoir un débat avec
avec quelques-uns de ces francs-maçons qui, je les ai vus, étaient très remontés contre moi à un moment donné aussi. La maçonnerie se dit ouverte. Elle a reçu Dieudonné en 2001. Serait-elle capable de le refaire aujourd'hui? Bon, avec tout ce qu'il a dit, je crois qu'il ne serait pas accepté. Bon. Si vous finissez ce projet par un grand débat, ça peut être intéressant. Non, je vois vraiment pas l'intérêt, non. Je ne débat pas, moi. Je ne débat pas. Pour finir, parlons peu mais parlons bien. C'est quoi finalement le secret maçonnique? Ah bah ça j'en sais rien. Ah ça j'en sais rien parce qu'il aurait fallu que je le voie de l'intérieur. Le vrai secret maçonnique, c'est l'initiation. Et ce secret est impénétrable pour le profane, sauf à devenir maçon parce qu'il faut l'avoir vécu. C'est étrange cette notion de secret, évidemment. Pourquoi le secret ça, c'est une... Bon, il doit y avoir des réponses, je ne les ai pas. Moi, personnellement, je trouve ça louche. Le secret, c'est quand vous vous retrouvez dans une assemblée d'amis, à un dîner ou dans une réunion de travail, et que la formation maçonnique, la dialectique maçonnique étant ce qu'elle est, sans qu'il y ait le moindre mot sacré ou mot de passe de dit dans la conversation. Je prends un conseil d'administration d'une grosse boîte à bâton rompu, deux personnes finissent par comprendre que l'un et l'autre sont maçons. Et pourtant n'auront pas dit un seul mot propre au vocabulaire des loges. Parce qu'il y a une tournure d'esprit pour les maçons d'expérience qui fait qu'ils vont toujours finir par se reconnaître. D'abord ensemble de sociétés spirituelles demandant plus de liberté de pensée et moins de dogmatisme, mais s'interdisant de parler de politique et de religion, et surtout obligeant ses membres à croire en Dieu, la franc-maçonnerie, avec l'orientation athéiste prise par le Grand Orient un siècle plus tard, est devenue un centre de parole politique, un laboratoire d'idées républicaines, nourrissant une obsession laïciste, une passion dévorante pour l'égalitarisme, faisant de la lutte contre Dieu et la religion l'une de ses constantes. Beaucoup d'observateurs, y compris parmi les plus bienveillants, pensent que la franc-maçonnerie est allée trop loin dans le reniement de ce qu'elle était à l'origine, et que c'est pour cette raison qu'elle est entrée, avec la France, dans une période de troubles graves qu'elle a en partie provoquée. Quoi qu'il en soit, c'est sans aucun doute vers l'esprit des authentiques bâtisseurs des cathédrales, et non vers leurs caricatures, qu'il faudrait se retourner pour y puiser l'énergie nécessaire pour un nouveau départ. Car si une renaissance doit avoir lieu, c'est une renaissance prenant une forme et adoptant un fond véritablement traditionnel.